Bonjour et merci à toutes et à tous d'être présents pour la restitution de l'étude que nous avons menée conjointement avec La Poste et Eurogroupe Consulting et que nous avons sobrement intitulée La donnée 2 points pour un autre pilotage de l'action en territoire. Alors, la première question pour cette introduction qu'on a envie de vous poser à tous deux, Claudia Montero et Yannick Imbert, c'est pourquoi une énième étude sur la donnée? N'est-ce pas un peu vintage en 2020 de se relancer sur un travail sur la donnée? Yannick, qu'en pensez-vous? D'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à Claudia, ma partenaire pour cette introduction. Ravi de vous rejoindre. Non seulement c'est pas has-been, mais c'est d'une actualité folle, si vous me permettez l'expression. Je crois qu'on passe dans à la fois une nouvelle phase de l'action publique qui s'accompagne souvent d'une nouvelle génération de responsables politiques. Et je pense que les collectivités locales, les territoires ne s'administrent plus désormais comme ça a pu être le cas auparavant. Il faut des données, il faut objectiver, il faut permettre une prise de décision optimale, il faut optimiser les budgets, il faut associer les citoyens. Et donc tout ça fait que plus que jamais, il nous faut des données pour pouvoir le mettre en œuvre. Claudia? Bonjour à tous, bonjour Yannick, et je vais rebondir sur vos termes, puisque effectivement, aujourd'hui, à l'heure de la digitalisation, y compris des services publics, la donnée, elle est partout, et elle a déjà fait couler beaucoup d'encre. Alors, quoi de neuf dans tout ça? C'est le focus sur l'usage de la donnée, en fait, qui nous a semblé complètement pertinent d'éclairer aujourd'hui. D'autant plus que même si on n'en a jamais autant parlé, la donnée conserve une part de mystère. De quoi parle-t-on? Comment la récupère-t-on? Qu'en fait-on? Tout ça n'est pas entièrement défini. On va voir ce que les tables rondes nous apprennent à ce sujet. L'usage de la donnée, c'est également un sujet de controverse. On a des débats entre la connaissance approfondie qu'elle peut procurer, cette donnée, mais aussi une crainte sur le regard d'intimité qu'elle procure au pouvoir public qui les éclaire sur nos comportements. Alors oui, c'est avec un grand oui que nous avons conjointement souhaité réaliser avec le groupe La Poste cette étude pour rencontrer des acteurs territoriaux et éclairer de façon concrète à quoi pouvait servir cette donnée dans le pilotage des collectivités territoriales. Bien évidemment, à calibrer les politiques publiques, ça c'est évident, mais aussi en assurer le pilotage et le suivi renouvelé, et bien sûr donner le moyen aux politiques de rendre compte de manière objective de l'efficacité des actions engagées. Alors, merci Claudia. Comme on l'a dit dès le début, cette étude a été coproduite, co-réalisée. Quel a été votre positionnement respectif? Et donc vous, notamment, en tant que directrice générale d'un cabinet de conseil? Alors c'est vrai que chez Eurogroupe, ça fait plus d'une dizaine d'années que nous accompagnons les acteurs du secteur public, donc l'État et les collectivités territoriales dans la modernisation de leur action publique. Qu'en parallèle de ça, nous avons la chance de connaître les services de proximité que la Poste offre directement ou au travers de ses filiales et la force unique de votre maillage territorial. Alors du coup, ça nous a semblé être plus qu'une bonne idée que de faire se rejoindre les deux mondes et de s'engager ensemble dans cette nouvelle aventure. Yannick, pour votre part? Oui, je rejoins Claudia. Vous savez, nous, c'est notre ADN pour La Poste. Les territoires, c'est notre histoire. L'action des collectivités locales, cela fait des années que nous les accompagnons. Et donc, il nous a paru tout à fait pertinent de
moderniser, d'avoir cette approche, mais de pouvoir, grâce à cette étude, savoir à partir de quelles données, quel terreau on pouvait travailler. Et ce rôle d'acteur privilégié qu'a la Poste sur les territoires, bien, nous entendons le renforcer dans les années à venir, à la fois parce qu'encore une fois, c'est notre histoire, c'est notre lien très particulier avec les territoires, et puis c'est surtout une capacité du groupe, dans toutes ces entités, à accompagner les collectivités locales. Alors, les données, elles ne vont pas rendre les territoires plus pertinents, plus intelligents. Notre propos, c'est de faire en sorte que celles et ceux qui les administrent soient non pas plus intelligents, ils le sont par définition, mais soient plus éclairés dans leurs décisions, de pouvoir avoir des instruments, je dirais, de management en quelque sorte, de prise de décision qui leur permet de mieux construire leurs solutions. Et puis, il faut penser à nos concitoyens. Dans un moment où l'action publique est souvent critiquée, où les acteurs publics sont au mieux critiqués, souvent brocardés, parfois malheureusement de plus en plus agressés, verbalement, physiquement, il faut que ce lien avec la population se recrée. Et ce que demandent les citoyens, ça n'est pas d'observer les mises en œuvre des politiques publiques. Ça n'est pas simplement d'être présent au moment où la décision est prise et la mise en œuvre commence. Le citoyen, il veut être associé à l'élaboration de la décision. Et donc, il faut que l'acteur public, dans le lien qu'il a avec ses citoyens, puisse objectiver le débat. Sinon, on est dans des débats purement subjectifs, souvent polémiques, et on n'arrive pas à construire de la décision publique. Et puis, dernier élément, pourquoi est-ce que nous avions vocation à nous associer à cette étude et à travailler cela? Parce que nous pensons à la Poste que plus la société va se digitaliser, plus se numériser, et plus il nous faudra de la présence humaine. Et la Poste, c'est cette conjugaison entre des formules nouvelles, des offres nouvelles, de la digitalisation, de la numérisation, mais à condition qu'on n'oublie pas celles et ceux à qui c'est destiné, et donc il faut de la présence humaine. Et là encore, c'est notre ADN. Je vous remercie beaucoup Yannick, je vous remercie Claudia. Donc comme on le voit, l'objectif de cette étude était vraiment d'éclairer, on va dire, deux formes obscures que peuvent être d'une part la data et d'autre part l'action publique en territoire. Et l'étude s'est attachée notamment à pouvoir partager des pratiques, mettre en exergue des cas concrets de la manière dont la donnée peut servir l'action territoriale. Notre première table ronde que nous allons lancer dès maintenant va s'attacher à s'intéresser à la transition territoriale et je vais appeler nos invités à venir nous rejoindre. Merci. Donc, première table ronde sur la transition territoriale. Quand on a mené l'étude, l'un des points qui est ressorti très rapidement, c'est l'intense diversité de cette donnée pour les territoires, le côté très hétérogène de ces sources et même des acteurs qui en sont propriétaires ou les manipulent. Très vite, on s'est dit que travailler sur la donnée territoriale nécessitait d'être dans un écosystème ouvert. Alors, la première question, Yannick, et sauf votre respect bien évidemment, c'est qu'est-ce que la Poste vient faire là-dedans? Vous envoyez des lettres normalement? D'abord, ce n'est pas irrespectueux. Ensuite, on envoie des lettres. Le problème, c'est qu'on envoie de moins en moins de lettres. Et donc, comme nous voulons continuer à être sur les territoires et à conjuguer à la fois ces deux facteurs que sont la confiance et la proximité, il nous faut être différemment présent sur le territoire. Et cette façon différente d'être sur le territoire, c'est d'être en capacité de faire de nouvelles offres de territoire. La gestion des données est une de ces nouvelles formes d'action auprès des collectivités locales. Et pourquoi la Poste? Parce que la Poste, qui est une entreprise en pleine évolution, en pleine mutation, souvent confrontée au secteur concurrentiel, ça reste une entreprise pétrie d'intérêt général
et de mission de service public. Et la mise à disposition de données objectives, d'intérêt général, elle fait aussi partie de notre fonction. Et je prends un exemple qui est la base adresse nationale. Eh bien, c'est un très bon exemple de ce formidable progrès qu'on peut faire aux communes, aux collectivités, dans des tas de domaines qui seront développés cet après-midi. Mais ça montre bien que nous sommes un acteur de la mise à disposition de données. Et quand une collectivité veut elle-même fabriquer sa propre base de données, alors nous pouvons évidemment l'aider à le faire. Et puis, autour de cette base de données, encore une fois, ce sont des potentiels développements considérables dans tous les domaines. Je prends l'exemple de Proxivigi, je prends l'exemple de Geoptis, d'autres vous démontreront cela cet après-midi. Bref, c'est encore une fois une offre de service, mais une offre de service d'impulsion, d'action publique, d'intérêt général. Je vous remercie. Donc on voit que la Poste a un rôle à jouer dans la collecte, dans la génération de données, mais on se dit aussi qu'elle n'est pas seule et on s'est intéressé à l'écosystème des startups. Bruno, pourriez-vous nous en dire plus? Quel rôle peuvent jouer les startups justement dans l'écosystème des données territoriales? Eh bien, bonjour à tous. Donc effectivement, les startups aujourd'hui ont tout leur rôle pour participer pleinement à la mise en place d'un écosystème que peuvent porter des grands groupes tels que La Poste. En 2 mots, GlobalMap n'a pas l'avantage d'être aussi connu que La Poste aujourd'hui. Donc on est une plateforme de cartographie qui a vocation à rendre aisé l'accès à l'information. Aujourd'hui, les enjeux territoriaux sont multiples. Toutes les communes font face à des défis multiples, qu'elles soient de petite taille, de taille moyenne ou de grande taille. Il n'y a pas les mêmes compétences dans les différentes collectivités. Par contre, il y a les mêmes objectifs à relever. Et là où il y a quelques années, on cherchait de la donnée, aujourd'hui, la donnée, elle est très facilement accessible. Et l'enjeu, il n'est plus à accéder à la donnée, mais à facilement être en mesure de l'exploiter. Et donc, cette chaîne de valeur qu'un groupe tel que La Poste peut mettre en place, de par la proximité qu'il a avec les différentes collectivités, nous sommes un acteur de cette chaîne de valeur. Et donc, nous collaborons aujourd'hui en tant que partenaire avec le groupe La Poste pour être en mesure de pouvoir fournir à toutes les collectivités un accès à cette information, mais de pouvoir derrière l'exploiter très facilement. Alors, dès qu'on parle de données territoriales, la cartographie est jamais loin et elle est même incontournable. Et donc, la plateforme que nous avons mis en place a vocation à permettre à tout un chacun, y compris des acteurs qui sont néophytes sur des solutions de cartographie. Alors, les termes un petit peu usuels et les solutions existantes, on parle souvent de solutions de géomarketing, de systèmes d'information géographique. Mais traditionnellement, c'était des solutions relativement complexes. Et aujourd'hui, pour être en mesure de pouvoir diffuser facilement de l'information, il faut des solutions accessibles à tous. Et c'est tout l'enjeu et tout le défi que nous apportons avec La Poste, d'être en mesure d'apporter beaucoup de données, mais prêtes à l'emploi. Et donc, cette notion d'exploitabilité permet dorénavant à n'importe quelle collectivité, avec des compétences ou sans compétences sur ces sujets, de pouvoir, par exemple, en un seul clic, sélectionner la variable territoriale utile pour telle ou telle collectivité et d'avoir tout de suite une donnée qui soit cartographiée. Et la cartographie permet de faciliter l'interprétation de la donnée. J'en prends un exemple qui parlera à tout le monde. Les pouvoirs publics, depuis un certain nombre d'années, ont mis en place une initiative avec data.gouv qui permet de rassembler des dizaines de milliers de jeux de données. Donc ce mouvement, la France, on va dire, y participe pleinement, et c'est une bonne chose. Mais on voit que derrière, quand on arrive sur des jeux de données qui sont multiples, avec des milliers, voire des millions de lignes, des colonnes de partout, il faut savoir arriver à déchiffrer tout ça. Et rien de tel qu'une bonne carte, une carte digitale aujourd'hui, une carte numérique, pour arriver à empiler les informations les unes au-dessus des autres et arriver à contextualiser les territoires pour, in fine, objectiver les choses et prendre les meilleures décisions. Comme M. Imbert l'a évoqué, les collectivités connaissent très bien leur territoire, elles y sont ancrées depuis des années, mais la donnée va venir rajouter un élément de lecture, objectiver les choses pour prendre les meilleures décisions. Je vous remercie, Bruno. Donc
On comprend qu'il y a bon nombre d'acteurs qui travaillent aujourd'hui, acteurs publics, acteurs privés, qui travaillent sur cette collecte et cette mise à disposition de données. Notre exposé ne serait pas complet si nous n'abordions pas la question des GAFAM, qui, alors quand on parle de données, en sont, si ce n'est les dépositaires principaux, en tout cas de très gros acteurs. Monsieur le maire, à cet égard, votre expérience était intéressante, voire enrichissante. Merci beaucoup pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Oui, nous avons été confrontés à un sujet qui est, je dirais, assez largement partagé en Île-de-France, à savoir celui de la circulation automobile et surtout de l'utilisation d'un certain nombre d'applications qui permettent de trouver des itinéraires plus rapides que ceux que proposaient les anciennes cartes routières ou que peuvent proposer des systèmes plus classiques. Là, maintenant, on est dans les applications embarquées. On est sur des applications du type Waze qui vont, du jour au lendemain, faire basculer une rue qui supporte 500 véhicules jour à une situation où elle doit absorber 5000 véhicules jour, ce qui a été notre cas à Meudon, mais ce qui est le cas dans d'autres villes d'Île-de-France qui peuvent être confrontées à des chantiers, à toutes sortes de variables qui font que du jour au lendemain, effectivement, on trouve une situation qui devient invivable pour les riverains. Et là, effectivement, se pose la question de trouver une solution qui puisse à la fois concilier donc la vie de quartier, bien sûr, puisque le simple fait d'ajouter un feu, de couper une rue, n'est évidemment pas une solution pour tous. Elle va forcément créer une situation de forte tension dans un quartier. Et le fait, bien sûr, de faire du génie civil, comme on dit dans nos métiers, n'est évidemment sans rapport en termes de réponse à la question avec une application qui est en temps réel. Et vous travaillez avec du génie civil qui va prendre évidemment du temps à se mettre en place et ne pas répondre à la solution. Alors effectivement, à partir de là, on a la possibilité soit de travailler avec ces manipulateurs de données en temps réel, soit nous-mêmes d'essayer de construire des modèles à partir de ces données qui vont permettre de proposer des itinéraires alternatifs qui vont permettre justement d'objectiver une situation et de proposer des scénarios qui vont, si vous voulez, pacifier autant que possible la situation, permettre de rendre acceptable la décision publique plutôt que de trancher sans avoir de capacité à présenter. Et Bruno a tout à fait raison de dire que un des enjeux de l'open data, de la manipulation de la donnée, c'est sa présentation, c'est la capacité à la rendre compréhensible pour les usagers, pour les riverains. Et donc nous sommes saisis des données de ces plateformes. Nous les avons utilisées pour modéliser nos propres scénarios alternatifs. Nous avons aussi essayé de travailler avec eux. Nous avons engagé une discussion avec les contributeurs de cette plateforme, Waze en l'occurrence, pour ne pas la citer. C'est vrai que les contraintes et les limites existent. Waze est une société qui est juridiquement basée à l'étranger, aux États-Unis. Donc un débat sur le plan judiciaire est évidemment tout de suite très, très compliqué. Une contractualisation avec Waze est possible. Elle a été rendue possible au travers du département des Hauts-de-Seine et nous permettons ainsi d'échanger des données, d'essayer d'anticiper des situations difficiles, voire invivables pour un certain nombre de quartiers, de manière à utiliser cette donnée, non pas comme une donnée de flicage, mais dans une donnée qui va permettre de trouver une solution qui puisse être acceptable. Alors, vous l'avez dit, la limite des GAFA, c'est cette contrainte juridique qui fait que lorsque vous signez un contrat, vous êtes dans une situation évidemment d'infériorité d'une certaine manière, au moins encore aujourd'hui. Les choses commencent à évoluer dans le bon sens et il faut continuer, l'essentiel étant de pouvoir continuer à avoir un dialogue, de pouvoir être dans l'échange de données, cet échange de données permettant de trouver des solutions qui sont adaptées au temps réel qui est celui de la donnée et qui n'est pas celui du génie civil. Je vous remercie, monsieur le maire. On a beaucoup discuté donc, de la source de la donnée, de comment on pouvait la récupérer de manière diverse. Évidemment, la question qui nous taraude tous, c'est l'usage qu'on va en faire. C'est-à-dire,
À quoi ça sert tout ça? Comment on partage? Auprès de qui? Pour en dire quoi, Yannick? Je crois qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, je pense que la donnée, c'est le travail sur la donnée, c'est de donner, c'est le cas de le dire, de nouvelles ressources aux collectivités locales. Vous disiez à juste titre tout à l'heure, les élus connaissent très bien leur territoire. C'est une évidence. Seulement, pris dans l'action publique, dans l'action de tous les jours, qui est très prégnante, le territoire, il évolue. Et la perception que les acteurs d'un territoire ont de leur territoire, si vous faites un micro-trottoir en disant qu'est-ce que votre territoire, vous aurez des dizaines de réponses différentes. Et donc, il faut objectiver encore une fois la donnée et permettre aux élus et aux responsables de collectivités locales ou d'autres territoires, d'autres formes de territoires, d'objectiver, d'alimenter, de voir en temps réel comment leur territoire évolue dans leur composition, dans leurs habitudes de vie, dans leur mode de transport, dans leur mode de consommation. Bref, avoir des sortes de tableaux de bord qui leur permettent de mieux piloter et de réajuster. Parce qu'entre le moment où vous faites une campagne, vous proposez à vos électeurs un programme, et le moment où viendra la mise en œuvre de ce que vous avez dit, il y a le temps de la conception, il y a le temps de l'élaboration, il y a le temps de l'acceptabilité par les populations de ce que vous envisagez de faire, et pendant ce temps, le territoire, il vit, il bouge. Et donc, il faut au maximum pouvoir, jusqu'au dernier moment, au sens de la décision publique, pouvoir alimenter avec des données les plus fiables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, là encore, pris dans l'action quotidienne, le rôle d'un élu, mais je parle sous le contrôle évidemment de monsieur le maire, c'est quand même de pouvoir se projeter dans un temps relativement long. Évidemment qu'il y a les engagements qui ont été pris au cours d'un mandat. Et 6 ans, c'est déjà une période. Mais monsieur le maire, qui vient d'être renouvelé, vous dira que 6 ans, ça passe à une allure absolument folle. Et ce qu'il a fait dans son dernier mandat, c'était à la fois de répondre aux engagements qu'il avait pris vis-à-vis de sa population sur le mandat de 6 ans, mais évidemment qu'il a engagé d'autres choses en se projetant, pas forcément à titre personnel sur sa réélection, mais sur ce que sa commune deviendrait à 12 ans, à 18 ans, etc. etc. Et donc, l'analyse de la donnée, c'est aussi permettre de concilier cette nécessité d'avoir des éléments de prise de décision concrets, opérationnels, de court et moyen terme, et puis, sans oublier, de replacer ça dans une perspective qui est plus de long terme. Et puis, le troisième élément, je crois qu'on l'a déjà dit, mais je le répète parce qu'on sent bien, au travers de tas de manifestations, à tous les sens du terme, manifestation, on sent bien nos concitoyens en interrogation, voire en critique dès le départ de la manière dont l'action publique et les décisions publiques sont prises. Donc il faut recréer ce lien, mais recréer un lien avec le citoyen, c'est pas devenir dépendant du citoyen. C'est d'avoir, là encore, la possibilité d'abord de l'éclairer, le citoyen lui-même, sur des choses qu'il croit connaître, et qu'il ne connaît pas, ou qu'il connaît, mais qu'il connaît imparfaitement, et qui, d'une certaine manière, induisent des déformations de son raisonnement, et donc peuvent le conduire à avoir une mauvaise appréciation d'un sujet. Et puis, quand on veut organiser une consultation publique, eh bien, il faut encore une fois qu'elle soit dénuée de toute contestation sur les données qu'on verse au débat public, pour que chacun se les approprie et puisse se forger son jugement. Je vous remercie. Yannick. Bruno, des exemples concrets, justement Oui, tout à fait. La donnée, comme vous le mentionnez, elle peut avoir différents usages, et donc la clé d'entrée, c'est effectivement quel cas d'usage auquel on peut répondre pour répondre à des objectifs d'une collectivité. Les enjeux peuvent être généralement, si on les classifie en 2 grandes catégories, de nature décisionnelle, typiquement pour définir des politiques publiques et donc avoir une vision sur un certain nombre d'années, comme vous l'évoquiez, avec des logiques aussi d'investissement dans le cadre d'une mandature, mais ils peuvent être aussi des objectifs très opérationnels du quotidien. À titre d'exemple, une des premières initiatives que l'on a mis en place dans le cadre de ce dispositif avec le groupe La Poste, c'est de pouvoir exploiter tout l'avantage du réseau de facteurs, tel qu'il était mentionné par M. Imbert, et typiquement de pouvoir en définitive, répondre à des problématiques d'incivilité croissante dans les communes, avec des dépôts sauvages qui se multiplient. On a vu que lors des dernières municipales, c'était un enjeu qui a été évoqué à de multiples reprises. Et donc, dorénavant, on peut associer la technologie avec l'humain.
Et typiquement, le rôle des facteurs, dans les communes où c'est sollicité, ils peuvent dorénavant, avec leur smartphone Factéo, prendre en photo les dépôts d'ordures sauvages qui sont constatés sur la voirie, et ces informations, avec une photographie, ces informations sont remontées automatiquement et instantanément dans la plateforme, qui, à la fin de la tournée des facteurs, est à la main des services techniques de la collectivité. Et derrière, ça permet de pouvoir mieux organiser le nettoyage de la ville avec des tournées plus efficaces et apporter un service citoyen de meilleure qualité également. Donc voilà un petit peu, quand on retourne effectivement une approche au niveau de la donnée, le fait en fait de tirer les sujets par les cas d'usage et les besoins escomptés par les différentes collectivités. Je vous remercie, Bruno. Monsieur le maire, on a vu avec quelle dextérité vous négociez avec les GAFAM. Concrètement, quel type de réalisation au sein de votre ville avez-vous pu mener grâce à la donnée ? Je crois qu'il est important de travailler avec les partenaires du service public parce que, vous le disiez très bien, la Poste est un de ces partenaires, mais nous devons aussi travailler avec, dans l'anticipation de nos grands contrats de prestations que sont la collecte de déchets, par exemple, la propreté. Vous avez évoqué un certain nombre de ces sujets. Et pour cela, nous avons besoin de données, non seulement pour la réponse au quotidien, mais aussi pour l'anticipation de ces sujets. Comment demain privilégier plutôt tel type de collecte qu'un autre ? Je donne l'exemple sur notre territoire du développement très important du recyclage. Nous avons maintenant des tonnages qui dépassent ceux de la collecte traditionnelle, et ça va nous permettre, dans le cadre du prochain contrat et du prochain appel d'offres que nous allons passer autour de ces sujets, d'objectiver une donnée qui est celle, bien sûr, de l'augmentation forte du recyclage sur notre territoire, mais aussi la possibilité de développer d'autres types de collecte, d'être beaucoup plus fin dans la réponse que nous pouvons attendre de nos prestataires par rapport à ce type de sujet. Et bien sûr aussi de nous faire des propositions, puisque la ville, certes, a vocation, et le territoire a vocation à tracer une direction, mais nous attendons aussi beaucoup de nos prestataires qu'ils soient en situation de nous faire des propositions. Le groupe La Poste fait partie de ces grands partenaires qui sont, et vous en avez donné un exemple, des sources de propositions et de coproduction finalement de données qui vont nous être utiles. Nous avons un projet de collecte par exemple de biodéchets dans la perspective de réaliser une unité de microméthanisation. Nous avons aussi la perspective de développer une collecte de déchets verts si vous voulez, localisés dans un type de quartier particulier. Vous imaginez bien qu'on visera plutôt les quartiers pavillonnaires à certains moments de l'année. Eh bien, tout ça, c'est de la donnée qui va nous permettre de faire correspondre au mieux cette réponse à un besoin et bien sûr de la calibrer au mieux, à la fois économiquement, bien sûr, politiquement et puis environnementalement, puisque l'idée, bien sûr, c'est derrière de pouvoir mettre le minimum de camions sur le terrain. C'est l'idée, bien sûr, d'optimiser ces collectes de manière à ce qu'elles soient les moins nuisantes possibles. Et c'est bien sûr de les optimiser dans le sens d'un recyclage et d'une économie circulaire la plus développée possible, en embarquant, bien sûr, des partenaires de différents degrés et niveaux. Alors, je vous remercie. Quand on vous entend, et sans aucune provocation, on a quand même aussi envie de vous poser la question du rapport entre la donnée et le politique. C'est-à-dire que Yannick l'a évoqué, au-delà des fins électorales, quel rapport entre la donnée et le politique ? Comment les deux se marient pour le meilleur ? Et j'éviterai pour dire pour le pire. Alors, je crois que ce que disait M. Imbert est très important. La contestation, la difficulté que nous avons aujourd'hui à pouvoir présenter un certain nombre de sujets, de dépasser des tensions, de dépasser
des présupposés est vraiment un des sujets vraiment critiques pour le politique aujourd'hui. On le voit de manière nationale sur la crise que nous vivons actuellement. La contestation est partout, y compris de la donnée chiffrée la plus brute. Et donc, tout ce qui sera possible de faire dans l'amélioration de la présentation de ces données, l'amélioration de l'appropriation de ces données par nos concitoyens, permettra d'éclairer le citoyen et de lui faire prendre conscience qu'il a une prise sur la décision, qu'il est vraiment coproducteur de cette action publique avec nous. Donc la donnée n'est pas pour le politique une façon de cacher, une façon de s'approprier une forme de richesse qui serait soustraite évidemment aux citoyens, mais bien plutôt d'essayer d'objectiver, d'essayer de donner les moyens à tous de partager une décision, y compris les aspects de contrainte que peut avoir cette décision. Et de fait, quand nous devons répondre à des sujets de circulation automobile, il faut présenter ces sujets devant les conseils de quartier. Il faut aller devant y compris les conseils de quartier de nos villes voisines. Nous y sommes allés avec les chiffres d'Airparif qui montrait l'augmentation de la pollution sur la zone considérée par cette augmentation de la population. Nous y sommes allés avec des données objectives. Nous avons fait installer des capteurs dans la zone considérée. Et une fois seulement que nous avons eu ces données et que nous avons été en situation de pouvoir les partager, d'avoir modélisé tous ces flux de circulation, nous sommes allés devant le citoyen. Et là, nous avons pu mettre en débat, mettre en contact les riverains concernés, ceux qui allaient être impactés par les décisions que nous avions prises. Et le résultat, c'est que les choses, bien sûr, se sont mises en place de manière beaucoup plus apaisée que si on avait pris cette décision en chambre, si je puis dire. Très bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur le maire, pour ces éclairages. C'est la fin de notre première table ronde sur les transitions territoriales et nous allons ouvrir dès à présent la deuxième table ronde sur les transitions, cette fois environnementales. À tout de suite. Jean-Baptiste, Jean-Marie, Nicolas, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette deuxième table ronde dédiée à la transition environnementale. Un des points clés dans l'étude que nous avons menée et dans les échanges que nous avons pu avoir avec nos interlocuteurs des collectivités a bien entendu été l'environnement. Force est de constater aujourd'hui que de multiples initiatives sont prises dans ce sens, qui font aussi écho à l'action très volontariste menée par l'État dans ce domaine. Et bien évidemment, on ne pouvait pas faire l'impasse sur ce sujet. La première question qu'on a envie de poser à vous trois, c'est quand on parle d'environnement, c'est large. On a bien vu, la donnée est multiple, hétérogène. Donc quand on parle d'environnement et de données, de quel type de données environnementales parle-t-on véritablement ? Nicolas, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la donnée environnementale, c'est un sujet large. Moi, je vais commencer par vous parler peut-être de mon métier, qui concerne plus la transition énergétique. Et donc, je vais vous parler de la donnée d'énergie, sachant que l'énergie, finalement, elle se cache un peu partout. C'est notre quotidien, hein, c'est se déplacer, c'est travailler, c'est se loger et c'est produire. Donc effectivement, cette donnée environnementale et plus spécifiquement énergétique, elle se cache dans un panel très large
d'observation finalement, sachant que la grande difficulté pour conduire les politiques territoriales de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique, c'est de pouvoir agir, c'est-à-dire globalement passer d'un rôle de victime du changement climatique à un rôle d'acteur. Or, pour ça, on est vraiment dans l'obligation de savoir de quoi on parle pour pouvoir comprendre dans un premier temps. Donc ça va passer par effectivement une reconstitution modélisée des consommations d'énergie, sachant que finalement la donnée énergétique, c'est celle qu'on constate soit au passage à la pompe, soit dans les centrales de production électrique, et du coup pas du tout de la donnée explicative sur la manière dont on va l'utiliser au quotidien dans nos actes, qu'ils soient professionnels ou individuels. Donc toute la difficulté, c'est d'arriver finalement à expliquer les consommations d'énergie nationale par ces actes qui sont des actes territoriaux, voire individuels. Et ça, c'est effectivement possible de plus en plus grâce à la puissance de l'informatique d'une part, grâce à des techniques de modélisation, donc des algorithmes informatiques, et grâce aussi à l'avènement de données temps réel ou de données de plus en plus précises ou de plus en plus fines. Donc chez Énergie Demain, ce que l'on fait depuis maintenant plusieurs années, voire quelques décennies, c'est d'essayer de proposer des outils aux collectivités territoriales, donc des outils qui permettent d'une part de comprendre, de décomposer cette consommation d'énergie pour avoir accès finalement aux leviers d'action publique, ensuite de proposer des outils d'aide à la décision sur des plans d'action qui permettent finalement d'agir sur ces leviers pour réduire les consommations, et enfin des outils de mise en œuvre de la politique publique, soit via des modélisations donc, qui vont permettre de décrire des trajectoires de réduction des consommations, de mettre en œuvre ces trajectoires du type je vais isoler tant de logements par an, je vais rénover tel patrimoine, je vais favoriser par exemple la cyclabilité de mes territoires, et ensuite de suivre, donc, pour évaluer cette politique publique, de suivre l'impact de ces actions sur le bilan énergétique du territoire. Je vous remercie. Ce qu'on perçoit en creux dans votre exposé, c'est le nécessaire repartage de cette donnée. Et quand on a préparé cette conférence avec vous, Jean-Baptiste et Jean-Marie, vous aviez justement vous aviez un point de vue, c'est mieux d'ailleurs, sur ce repartage de la donnée. Jean-Baptiste, que pouvez-vous nous en dire ? Oui. Bonjour à tous. Je vais peut-être commencer par dire qui nous sommes chez Geoptis, parce que ça vous permettra peut-être de mieux comprendre le discours que je vais tenir dans quelques instants. Geoptis est un acteur de la mise à disposition des données pour les collectivités territoriales. L'idée de Geoptis, c'est né d'une idée toute simple de se dire si on met un capteur sur la véhicule du facteur pendant la tournée de distribution, on est capable de collecter de la donnée au cœur du territoire, une information qui sera à destination de la collectivité territoriale pour la prise de décision, le pilotage de ses politiques publiques. Un des grands points auxquels on est attaché chez Geoptis, c'est de respecter les protocoles de mesure existants, de respecter les écosystèmes existants. On fournit à la collectivité une information collectée avec des méthodologies robustes, des protocoles éprouvés. On ne se positionne pas dans du disruptif. Et je prends un exemple tout bête. Sur la mesure de couverture des réseaux de téléphonie mobile, on s'attache à respecter les protocoles et préconisations de l'ARCEP, puisqu'il ne faut pas derrière qu'il y ait des débats sur la donnée et son contenu, mais qu'il y ait une discussion sur l'usage qu'on va faire de la donnée et la manière dont on va l'exploiter. C'est pourquoi on attache une importance assez forte au fait d'opérer des mesures avec des méthodologies robustes, en environnement contrôlé, en respectant des protocoles, pour que la collectivité puisse en avoir un usage direct, notamment à destination du citoyen. Je rebondis sur ce que disait le maire de Meudon tout à l'heure. La donnée ne doit pas être discutable, elle doit être opposable, parce que objective, collectée dans des conditions maîtrisées, sans qu'il y ait de discussion sur son contenu. Je vous remercie. Jean-Marie, vous êtes... quel point de vue, quel regard portez-vous justement sur ce sujet ?
Oui, alors je suis délégué de l'association Open Data France, qui est une structure associative qui réunit toutes les collectivités engagées dans le domaine de l'open data, donc de l'ouverture des données publiques. Et je pense que c'est très important de remettre quand même en perspective quelles sont les situations des collectivités actuellement vis-à-vis de ce sujet-là. Il faut rappeler que la loi importante qui encadre l'open data date de 2016, promulguée par Axel Lemaire, à l'époque secrétaire d'État en charge du numérique, et que cette loi, elle dit essentiellement que toutes les données produites par les collectivités territoriales et par les acteurs privés en charge d'une mission de service public, ce qui est très important, puisque ça oblige aussi beaucoup d'acteurs privés sur ce sujet-là. Donc cette loi impose ces collectivités, au-delà d'un certain seuil, à publier toutes les données à caractère environnemental, sanitaire, social ou économique. Donc on voit que c'est un périmètre qui est très large. Et donc à l'époque, on nous avait demandé comment les collectivités allaient pouvoir assumer cet engagement-là. Et on suit depuis 4 ans l'ouverture des données dans les territoires. Le constat que l'on peut faire aujourd'hui, c'est que toutes les grandes collectivités ouvrent leurs données en open data, toutes les régions, les 3/4 des départements, toutes les métropoles, les grandes agglomérations. Mais il y a un très grand retard aujourd'hui auprès des petites collectivités territoriales, en dessous de 50 000 habitants, où elles sont moins de 5% à faire de l'open data, ou pour le dire autrement, 95% ont l'obligation de le faire et ne le font pas. Donc là, on voit qu'on a un très grand enjeu, c'est d'accompagner ces petites communes à produire de la donnée, puisqu'on en parle ici comme si c'était naturel. Ça n'est pas du tout naturel pour les collectivités de le faire. Alors le second enjeu que l'on a pu constater, c'est que les grosses collectivités publient des données en open data, mais elles le publient avec des méthodes, sur des formats, des endroits complètement dispersés, complètement hétérogènes, et ça crée un très gros problème de réutilisation. Donc on croit que la donnée elle est disponible, mais en fait elle est très difficile à trouver, très difficile à réutiliser. Donc là il y a un second enjeu d'industrialisation, de normalisation. Après, il y a un troisième enjeu qui a été beaucoup évoqué aujourd'hui, c'est que publier des données, c'est bien, mais si les acteurs ne savent pas s'en emparer, ça ne sert à rien, au fond. Et donc, il y a un troisième, des dispositifs d'accompagnement très importants à mettre en œuvre. On en a parlé tout à l'heure à la table précédente, d'accompagner à la fois les acteurs grand public pour comprendre les données, pour savoir les manipuler, pour savoir les interroger. Et puis aussi, les acteurs privés doivent aussi savoir les utiliser dans des bonnes conditions. Et aujourd'hui, on en est encore assez loin. Donc on voit que tout ça demande un très gros accompagnement. Voilà. Alors, quand on parle de données attachées à l'environnement, ça touche plein de sujets. On en a évoqué un sujet qui était aujourd'hui sur l'énergie, mais ça touche aussi les espaces naturels, l'eau, l'air, les déchets, donc énormément de domaines qui sont concernés par ça, et donc on aura l'occasion d'en reparler après, mais on voit que ce travail sur l'environnement, il touche énormément de filières, et que ça touche à la fois la problématique des collectivités vis-à-vis du grand public, mais aussi la façon dont les collectivités vont gérer elles-mêmes ces données pour faire des meilleurs services. Comment mieux gérer l'éclairage ou mieux gérer le chauffage de ces bâtiments. Ça demande aussi beaucoup de données qui sont partagées parfois entre acteurs privés ou publics en interne. Alors là, on quitte le champ de l'open data, on est dans le champ de la données d'intérêt général, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un champ qui devient très important aujourd'hui pour accompagner les collectivités. D'accord, merci beaucoup Jean-Marie. Mais justement, on a compris la richesse de la donnée concernant l'environnement. Ce qu'on aimerait savoir, c'est quel type d'initiative marquante a pu être fait justement sur ce champ de l'environnemental. Justement, Jean-Marie, vous avez la parole. Donc, il y a d'abord tout un domaine qui est très intéressant, c'est les échanges de données qu'il y a entre les acteurs privés et les collectivités. Vous en faites partie, vous en parlez. Ça, c'est un sujet qui est très important parce que ce sont des données qui n'ont pas forcément vocation à être en open data strict, c'est-à-dire publiées sur la place publique. Donc, qui demandent des contraintes administratives un peu particulières, juridiques particulières. Mais donc, on a toutes ces données-là de pilotage des actions publiques. Mais on s'est aperçu que, notamment, d'ailleurs, on l'a vu dans le cadre de la crise sanitaire, que ces données publiées en open data, parfois, elles pouvaient être alimentées par le public elle-même. Elles ne venaient pas forcément d'acteurs privés ou d'acteurs publics, elles venaient aussi des acteurs du territoire. Il y a l'exemple de Nantes de ma poche, par exemple, où une association a essayé de compléter toutes les données qui manquaient autour du ramassage des ordures, et d'ailleurs est allée beaucoup plus loin que juste de l'information sur le ramassage des ordures. Elle a essayé aussi de faire de la pédagogie pour dire aux gens comment moins polluer, moins consommer, moins produire de déchets. Donc on voit que ce sujet-là est très important. Et on l'a vu aussi avec le Grand Poitiers, pendant la crise, il y avait un problème
d'amener des produits alimentaires venant d'assez loin. Et donc, cette ville s'est intéressée au circuit court. Alors là, on est dans un champ qui est à la limite de l'environnement, mais en fait, ils sont vraiment intéressés à comment faire pour qu'un producteur puisse distribuer ses produits agricoles rapidement. Et là, à nouveau, ce sont des acteurs citoyens, associatifs, qui se sont emparés de ce sujet-là pour essayer de produire de la donnée que l'acteur public ou l'acteur privé n'avait pas. Je vous remercie Jean-Marie. Jean-Baptiste, d'autres éclairages concrets justement sur l'utilisation qu'on peut faire de la donnée ? La donnée sur la mesure de la qualité de l'air peut permettre de piloter les politiques publiques. Je prends un exemple sur la métropole de Lyon. La métropole de Lyon opère avec nous des mesures de la qualité de l'air en mobilité à l'aplomb des véhicules des facteurs. On travaille en étroite collaboration avec Atmora, qui est l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air. Et on a mis en place avec eux un dispositif qui permet de mesurer l'impact de la mise en œuvre de la zone à faible émission sur le territoire de la métropole de Lyon. L'idée est d'avoir une vision hyper locale de la pollution rue par rue et de la conjuguer avec les données d'Atmora pour voir si la mise en place de cette ZFE a un impact ou non sur la qualité de l'air. Une étude qui aujourd'hui trouve une déclinaison dans la mesure de l'impact du confinement-déconfinement qui a eu des conséquences certaines sur la circulation automobile. Merci. Donc tri des déchets, pollution. Nicolas, la donnée et l'environnement, pour vous concrètement ? Alors, la donnée et l'environnement, pour moi, concrètement, ça va rester dans le domaine de l'énergie. Alors, tout d'abord, expliquer comment on fonctionne. On a une plateforme, finalement, qui intègre l'ensemble de nos données qui sont produites par des modèles qui eux-mêmes sont alimentés par de la donnée publique ou de l'open data. Et donc, cette plateforme s'appelle CITER. Et sur cette plateforme, on a des verticales qui sont des applications métiers. J'en citerai quelques-unes, notamment une qui s'appelle Prosper, qui est diffusée au sein de 30 syndicats d'énergie, syndicats départementaux d'énergie, et qui vont permettre à ces syndicats d'accompagner, par exemple, les EPCI à la mise en œuvre de leurs obligations réglementaires. Donc, par exemple, les PCAET, les plans climat-air, les plans air, énergie, climat. Toutes les démarches TEPOS, territoire à énergie positive, l'ensemble de l'utilisation, par exemple, des réseaux, comment remodéliser le flux énergétique à travers les réseaux pour pouvoir mettre en concurrence ces réseaux et pour pouvoir prendre la décision justement sur la mise en concurrence de ces réseaux. On a par ailleurs des outils qui s'appellent chez nous des cadastres énergétiques, donc qui permettent de reconstituer la consommation à une maille très très fine et qui permettent entre autres d'alimenter par exemple ce qu'on appelle le carnet de santé du bâtiment, qui est un outil qui assure l'intégration de l'accompagnement des ménages dans la rénovation des logements de bout en bout, c'est-à-dire de la qualification du logement en passant par l'élaboration de diagnostics ou de stratégies de rénovation individuelles qui alimentent des outils de financement et qui permettent la mise en œuvre finalement d'actions publiques d'accompagnement des ménages à la rénovation de ces logements. Ben merci beaucoup Nicolas. Je vois que nous avons une question, me dit-on. Clémence. Tout à fait, on a une question du public, donc une question qui va parler à tous. Quid de l'impact environnemental de la donnée et des transferts de données ? C'est-à-dire quelles données, les données ont toutes un impact environnemental, leur poids, leur transfert. Comment est-ce qu'on fait, j'imagine, pour les choisir et pour limiter leur impact ? Messieurs. Ah non, mais alors là, c'est une question du public, elle n'a pas été préparée. C'est une question qui est tout à fait pertinente parce que c'est un vrai sujet. Se poser la question de l'impact environnemental du numérique en général, pas que de la donnée. Bon. Alors probablement que ce qui pollue le plus, ce n'est pas tellement la donnée qui est produite pour encadrer ou aider la décision dans l'environnement. On sait tous que le numérique consomme énormément d'énergie, surtout sur la vidéo, surtout sur les réseaux sociaux. Et je pense que l'environnement, c'est vraiment upsilonesque par rapport à ces grands sujets. Donc, à mon avis, ce n'est pas tout à fait le point. Mais vous avez raison de dire que dans tous les cas, il faut s'y intéresser. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de recul par rapport à ça. La vérité, c'est que les collectivités produisent des données, les acteurs, on l'a bien vu dans le Covid, par exemple, l'État a été
assez dépassés par le besoin extraordinaire de données, la difficulté de les produire. Donc aujourd'hui, on expérimente ces choses-là, donc on n'a pas assez de recul pour avoir des bonnes pratiques. Mais probablement que rapidement, on se dira comment faire pour que justement ces données-là ne deviennent pas des dépotoirs de données aussi, parce qu'il peut y avoir aussi de la donnée qui ne sert plus à rien, qui traîne à droite à gauche. Donc on est encore un peu jeune pour avoir un retour là-dessus. Je pense que c'est quand même assez marginal sur le champ de l'environnement. Vous voulez dire quelque chose, Jean-Baptiste ? Je crois que le premier point, c'est de se demander si la donnée est utile ou pas. Parce que la question, c'est celle de la masse de données. Donc effectivement, la donnée a un impact environnemental si elle est stockée, mais s'il n'y a pas de cas d'usage derrière, forcément, c'est un véritable gâchis. Après, il y a un autre point, c'est celui des moyens qu'on met en œuvre pour collecter la donnée. La solution que nous on déploie à l'aplomb des véhicules défacteurs, c'est une solution qui est neutre, non seulement parce que la flotte de la Poste est entièrement compensée et pour grande partie électrique, mais aussi parce qu'on ne déclenche pas de moyens dédiés pour la collecter, cette donnée. Et donc du coup, on ne va pas dépêcher des acteurs en territoire qui vont générer eux-mêmes de nouvelles émissions de CO2 pour arriver à collecter de la donnée. Et un des points clés me semble être aussi la manière dont on va aller chercher la donnée pour pouvoir minimiser son impact environnemental. Je vous remercie, Jean-Baptiste. Clémence, d'autres questions dans la salle ? Alors, pas de questions spécifiques sur l'environnement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a demandé sur le fil quel était pour les participants le rôle du citoyen dans ces données environnementales. Et en majorité, ils considèrent que le rôle du citoyen, c'est d'être producteur de données. Donc ça éclaire aussi ce sujet-là de quelles données, lesquelles sont utiles et comment est-ce qu'on limite l'impact. Merci, je vous remercie Clémence pour ces éclairages. Je vous remercie messieurs pour cet échange et nous allons pouvoir lancer donc notre troisième table ronde qui va se concentrer sur les données sanitaires, sujet d'actualité s'il en est. À tout de suite. Bonjour, Mathieu Sainton, bonjour Madame la députée. Nous allons donc entamer notre troisième table ronde et comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons nous concentrer sur la donnée sanitaire. Bien évidemment, durant ces études, nous n'avons pas pu faire l'économie d'avoir un échange avec nos interlocuteurs sur la problématique propre à la donnée sanitaire, à la donnée de santé. Fort de ce constat, et la première question qu'on a envie d'adresser, bien évidemment, c'est, on a parlé des données territoriales, on a parlé des données environnementales. En quoi la donnée de santé est-elle spécifique, Mathieu ? Bonjour à tous. Il y a plusieurs spécificités, à mon sens, sur la donnée de santé. La première, on en a parlé sur la précédente conférence, c'est que le citoyen est naturellement producteur de la donnée de santé. 55 millions de Français vont à peu près au moins une fois par an chez le médecin, donc on est tous naturellement producteurs de données de santé, puisque à l'hôpital ou chez le médecin, il y a très souvent maintenant un système d'information, un logiciel, plus ou moins simple, plus ou moins interconnecté, mais qui produit de la donnée de santé. Donc déjà, c'est une première caractéristique. La deuxième, c'est que cette donnée de santé, elle est soumise au secret médical. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que si même vous êtes une commune avec un centre de santé, vous n'aurez pas le droit de l'utiliser pour piloter les données de votre commune. Vous n'avez pas le droit d'accéder à ces données. Donc la troisième conséquence, c'est que par conséquent, on doit avoir des capacités de traitement quand on veut les traiter ou les gérer ou les analyser, d'anonymisation extrêmement forte, d'habilitation à des accès, qui amènent par conséquent à des difficultés techniques. C'est-à-dire qu'il est illusoire pour une commune qui aurait un centre de santé, c'est un exemple que j'aime bien, il y en a de plus en plus, de constituer son petit entrepôt de données de santé. C'est tellement compliqué en termes de sécurité d'accès, etc., qu'il y a des coûts qui sont complètement prohibitifs. Ça a un autre intérêt, c'est que, in fine, la donnée de santé comme elle existe, elle est collectée. La précédente table ronde a parlé de données homogènes industrielles. C'est que les données ont été collectées au niveau national par des grands acteurs,
Alors, les hôpitaux, les très gros hôpitaux notamment, on commence à avoir vraiment des accès, des bases de données, des entrepôts de données de santé extrêmement structurés, mais bien évidemment l'assurance maladie, qui suit l'ensemble de la consommation de santé en France, qui a des données qui sont homogènes, industrialisées, plutôt fiables en la matière. La vraie difficulté, c'est que potentiellement, aujourd'hui, elles ne sont pas très accessibles aux collectivités territoriales. On pourra en reparler ensemble dans notre échange. Je vous remercie Mathieu. Et fort de cela, ça nous amène une question pour vous, Madame la députée. On voit la complexité inhérente à la donnée de santé. Quel rôle a l'État sur l'organisation et la gestion de la donnée de santé ? Alors, comme on a évoqué, la donnée de santé est une donnée sensible et extrêmement bien protégée, et tant mieux. Nos concitoyens n'ont pas forcément envie de voir leurs données de santé partagées à tout va sans protection aucune. Toutefois, là où il faut se positionner, c'est qui est le producteur réel de la donnée, puisque les consommateurs ou les citoyens sont évidemment générateurs de données, mais ils ne sont pas producteurs à proprement parler, puisque ces données sont collectées, traitées, agrégées par des services de santé, des services d'ARS, donc des services de l'État qui permettent d'élaborer un certain nombre de statistiques, et puis évidemment le corps médical qui s'en sert à des fins d'études, à des fins de progrès médical. Donc du coup, la production, elle est faite par l'État et les services médicaux, donc souvent les hôpitaux publics, générés par les particuliers, qui sont les usagers, qui détiennent cette donnée propre. Et puis, les collectivités sont des acteurs majeurs de la production, même s'ils le sont indirectement, mais ils ne sont pas forcément usagers de traitement, ils ne sont pas forcément usagers d'utilité qu'ils peuvent en tirer de ces données-là. Je vous remercie, Madame la députée. Ça nous amène une question pour vous, Mathieu. In fine, quel rôle peuvent avoir les collectivités territoriales dans la gestion et l'utilisation des données de santé ? Madame la députée expliquait qu'encore aujourd'hui, elles ne sont pas encore assez connectées. Donc... Je partage totalement ce point sur le manque de connexion, j'ai envie de dire, de certaines collectivités territoriales. Les plus grosses commencent vraiment à s'intéresser à ces données de santé. Notamment, la crise sanitaire actuelle a quand même renforcé, enfin mis en avant le rôle sur les questions sanitaires des collectivités territoriales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les politiques sociales qui sont très fortement à la main des collectivités territoriales sont éminemment imbriquées avec les questions sanitaires. On va donner un exemple très actuel. L'isolement qu'on doit faire quand on est patient contact ou patient zéro dans le cadre du Covid est bien évidemment beaucoup plus difficile à respecter en fonction de la situation sociale de tout à chacun. Et le rôle des communes est évidemment majeur, des communes ou des départements ou des autres collectivités territoriales est évidemment majeur pour aider au respect de ces mesures sanitaires qui ont trait au social. Donc ça montre vraiment le lien et le besoin d'investissement, j'ai envie de dire, des collectivités territoriales sur ce champ. Il y a des données de santé qui sont quand même utilisées, et notamment les collectivités territoriales s'interrogent de plus en plus sur le maillage des données, le maillage des services de santé sur leur territoire. C'est une préoccupation majeure des Français. Avant la crise, on disait que c'était la deuxième préoccupation après l'emploi, c'est peut-être devenu la première. C'est vrai qu'il y a beaucoup de collectivités territoriales qui s'interrogent pour mettre en place une structure de santé sur leur territoire, qui s'interrogent sur la présence des médecins, etc., et qui peuvent utiliser des données, des données généralement agrégées, effectivement fournies par une ARS, très souvent, sur leurs services statistiques, sur c'est quoi la prévalence de certaines pathologies sur un territoire, c'est quoi le besoin en accessibilité, etc. Et donc ça, ce sont des rôles qu'investissent de plus en plus les collectivités territoriales et sur lesquels, malheureusement, parfois, l'accès aux données reste un peu compliqué. Malgré la bonne volonté de certaines ARS, c'est un peu compliqué, voire sur des données datées. Et donc, ça pose une véritable question. Je vous remercie, Mathieu.
Et je me retourne vers vous, Madame la députée. A-t-on un retour d'expérience du confinement sur les données de santé, justement ? Effectivement, un certain nombre de choses ont été mises en évidence quant à la circulation, enfin à la collecte, à la circulation et à l'usage des données. Donc c'est là aussi qu'on s'est rendu compte à quel point les collectivités étaient un petit peu en dehors du champ, mais pas que. On s'est rendu compte surtout qu'il y avait un lien à construire entre les services sociaux, on va dire, ce qui concerne les EHPAD, par exemple, qui sont souvent sous la gestion d'une collectivité, soit de la mairie, soit du département directement. Et ces données de santé, ces données épidémiologiques, ces données de contamination et de décès avaient beaucoup de mal à être collectées, agrégées et remontées pour être consolidées au niveau national pour se rendre compte de l'état sanitaire. Donc, on avait les hôpitaux publics, les hôpitaux privés qui étaient très bien organisés parce que le circuit était habituel en ce qui concerne la donnée et l'usage de ces données. Ça a été beaucoup moins vrai en ce qui concerne les prises en charge à domicile, les EHPAD, les décès aussi en dehors des hôpitaux et des services de réanimation. Donc, ce circuit de remontée de data se sont largement améliorés, mais ça mérite un travail beaucoup plus approfondi quant à la circulation, la collecte, la production, la collecte, le traitement et la remontée d'informations pour avoir des circuits cohérents. Ce sur quoi j'avais travaillé lors du rapport sur la donnée géographique souveraine, c'est-à-dire améliorer les circuits, les rendre plus efficaces, plus efficients pour pouvoir maîtriser en ce qui concerne les services de l'État l'ensemble du circuit de la donnée qui permettrait de travailler de manière plus efficace en ce qui concerne les gestions de crise évidemment, mais surtout derrière pour combler les manques qu'on peut trouver sur le terrain en termes d'information et en termes de maillage territorial quant aux services sanitaires et hospitaliers nécessaires sur place. Je vous remercie, Madame la députée. Et nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Nous savons que 3,5 milliards d'euros sont prévus pour le plan de relance sur le numérique en santé avec un axe donné qui est très fort. Alors forcément, comme vous êtes avec nous, on a envie de vous poser cette question. Déjà, les collectivités vont-elles pouvoir y accéder ? Dans quelles conditions ? Et puis surtout, pourquoi faire ? Alors, les collectivités, comme tout agent aujourd'hui, a accès au plan de relance pour pouvoir financer les projets. En ce qui concerne en plus le travail sur l'innovation auprès des collectivités, vous savez qu'un énorme travail a été réalisé notamment par Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher quant au marché public et la facilitation de ces marchés pour les collectivités en ce qui concerne les projets d'innovants. Donc, la digitalisation des communes arrive à un grand pas. Toutefois, on a encore une certaine méconnaissance au-delà des grandes métropoles qui sont très, très efficaces et beaucoup plus à la page. On a un sujet sur les collectivités de taille plus modeste quant à l'intégration de la numérisation tout court. Le numérique, le digital, la donnée, la cybersécurité ne font malheureusement pas encore partie du vocabulaire du quotidien d'un élu et encore moins de son management et de son projet politique. Et là, j'espère que grâce à cet événement, par exemple, mais pas que, à tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre autour des collectivités territoriales, on arrivera à faire changer de paradigme et faire avancer cette digitalisation. On avait notamment, par exemple, dans la loi pour une République numérique, un certain nombre d'éléments qui étaient inscrits sur l'ouverture de la donnée publique de la part des collectivités. Ça avance assez timidement en ce qui concerne ce volet-là, même si les collectivités sont accompagnées. Et puis, il faut qu'on fasse entendre aux chefs de ces collectivités, au monde politique,
que c'est un bénéfice à long terme. C'est certes un investissement immédiat, mais c'est un bénéfice à long terme pour organiser la vie de la cité. Tout à l'heure, sur le panel précédent, les énergies, par exemple, ont été évoquées, mais pas que. Pour la data, le digital permet une amélioration, une circulation plus intelligente des acteurs économiques, des populations, répondre au mieux aux besoins de nos habitants grâce à ces données et leur analyse. Et donc, du coup, il faut vraiment qu'on puisse apporter cette notion de pertinence et faire évoluer les collectivités vers plus de sécurité, plus de traitement de données, une politique publique qui est assise sur le réel. Et le réel, c'est ce qu'on relève du terrain en termes de données. Et donc, pour moi, ce n'est pas uniquement dans le cadre de la santé, par exemple, mais c'est sur l'ensemble des données qui sont à disposition d'une collectivité qu'on pourrait construire justement ces territoires intelligents, ces territoires où il fait bon vivre pour nos concitoyens parce qu'ils sont faits pour eux, en fonction de leurs besoins réels, parce qu'on a une donnée très fine, très claire sur quels sont ces besoins. Je vous remercie beaucoup, Madame la députée. Je vous remercie aussi, Mathieu. Nous arrivons maintenant au terme de cette restitution. Bien évidemment, l'ensemble de l'étude sera disponible dès à présent sur les sites de la Poste et d'Eurogroupe Consulting. Je vous ferai grâce des adresses que vous pourrez, j'en suis sûr, retrouver aisément. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.